Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux cette semaine de partager avec vous une série consacrée à l'œuvre de l'écrivain guatémaltèque Eduardo Halfon, lauréat du prix Médicis étranger 2024. Son recueil de nouvelles, Signor Hoffman, est d'une très grande beauté. Écoutons les extraits de 2 nouvelles, lues par Féodor Atkins en français, puis dans leur version originale en espagnol. Signor Hoffman. Dans cette nouvelle, intitulée Sable blanc, pierre noire, Eduardo Halfon revient sur un épisode de séjour au Guatemala alors qu'il retourne dans le pays adulte. Le jeune officier s'appliquait à lire chaque page de mon passeport comme s'il s'agissait d'un magazine People ou d'un roman de gare. Il le soupesait, le regardait à contre-jour, grattait les feuilles avec l'ongle de son index. J'ai vu le moment où il allait corner une page pour plus facilement reprendre sa lecture par la suite. « Vous voyagez beaucoup » fit-il, en examinant les nombreux tampons. Ne sachant pas si c'était une question ou un commentaire, je n'ai rien dit, je me contentais de l'observer en face de moi, assis de l'autre côté d'un bureau en fer noir. Il avait à peine une vingtaine d'années. Son visage brun et imberbe brillait. Il était serré dans son uniforme kaki. Les filets de sueur dégoulinant de son front et de son cou n'avaient pas l'air de le gêner. « Les voyages, ça vous connaît, Seigneur » marmonna-t-il sans me regarder avec cet excès de politesse du jeune militaire. J'ai hésité à lui dire que tous les voyages n'étaient en réalité qu'un seul voyage, avec de multiples arrêts et escales. Qu'aucun voyage, quel qu'il fût, n'était linéaire, ni circulaire, ni ne finissait jamais, que les voyages n'avaient pas de sens. Mais je me suis abstenu. La porte ouverte laissait entrer la rumeur de motos, de camions, de camionnettes, d'un air de ranchera sur un transistor, de coups de tonnerre au loin, d'essaims de mouches et de moustiques, et d'hommes qui vendaient et achetaient des dollars bélysiens à grand renfort de cris. Dans un coin, un ventilateur chancelant ne faisait que brasser la chaleur humide tropicale de l'après-midi. C'était la première fois que je venais à Melchor de Mencos, dernier village guatémaltèque avant d'entrer au Belize. J'avais quitté la capitale au petit matin et conduit jusqu'à la frontière en m'arrêtant une fois seulement à mi-trajet au lac d'Izabal pour faire le plein et déjeuner d'une cassolette de fruits de mer avec une platée de tortillas noires au fromage frais à la fleur de l'oroco et pas mal de café. « Votre domicile, Seigneur » m'a demandé l'officier, feuilletant encore les pages de mon passeport et remplissant les lignes d'un énorme registre comptable. « Guatemala City » ai-je menti, bien que ce ne fût qu'un demi-mensonge. « Et le but de votre voyage au Belize ?»« Je vais rendre visite à des amis à Belmopan. » Ce qui était encore un demi-mensonge. J'avais été invité à faire une lecture à l'université du Belize, à Belmopan, et j'avais choisi de m'y rendre en voiture pour connaître cette route, les belles plages de sable blanc du Belize, sa mer turquoise idyllique. Un choix qu'au vu des circonstances et de l'état désastreux des routes, je commençais à regretter. « Votre profession, Seigneur ?»« Ingénieur. » Ai-je menti, fidèle à la version que je donne toujours quand je remplis un formulaire d'immigration. Il est beaucoup plus conseillé et sage, quelle que soit la frontière, d'être ingénieur plutôt qu'écrivain. L'officier ne disait plus rien, et lentement, avec cette léthargie des tropiques, il a continué à remplir son cahier. Dehors, le ciel nuageux et dense paraissait sur le point d'éclater.
Je me suis essuyé le front avec la main et mon regard s'est posé sur une immense carte du Guatemala accrochée au mur juste derrière l'officier. Je me suis rappelé que dans les années 70, j'avais remporté un prix à l'école pour le meilleur dessin de la carte nationale. Naturellement, mon dessin incluait encore ce qui était alors le département du Belize, le plus grand, situé à l'extrême nord du pays. Le Belize allait attendre 1981 pour obtenir son indépendance et 1992 pour être officiellement reconnu par le Guatemala, se détachant alors de la partie supérieure de cette carte que j'avais appris à dessiner enfant. Je n'ai jamais été très fort en dessin, mais cette fois-là, je m'en souviens, je m'étais appliqué. Et la récompense que j'avais reçue, ébahie de la main de la maîtresse, avait été une petite mangue verte. Je n'ai plus jamais vu une carte du pays sans penser à une mangue verte. Je n'ai plus jamais vu une carte du pays sans penser que le Guatemala, à plus d'un titre, avait été décapité. Il n'est plus bon, Seigneur. J'ai mis un moment avant de comprendre que l'officier, sans relever les yeux et à peine audible par-dessus le sifflement du ventilateur, s'adressait à moi. « Comment ça ?» lui ai-je demandé. « Il n'est plus bon », a-t-il répété, en refermant mon passeport et en le laissant retomber sur le bureau métallique comme pour se débarrasser d'une chose morte et avariée. « Votre passeport, Seigneur, a expiré le mois dernier. » J'ai eu un serrement au ventre. « C'est impossible, » ai-je balbutié. L'officier, imperturbable, continuait de griffonner sur son vieux registre. Comment cela se pouvait-il? Quand l'avais-je fait établir? Depuis quand n'avais-je pas vérifié la date d'expiration? J'ai tendu la main pour ramasser le livret bleu sur le bureau et l'ouvrir à la première page. Expiré, en effet, depuis un mois. Plus valable, a asséné l'officier en baissant les yeux, penché sur les pages jaunies et quadrillées du vieux registre, et l'espace d'un instant j'ai cru comprendre que celui qui n'était plus valable, c'était moi. « Et maintenant ?» lui ai-je demandé. « Et maintenant quoi, Seigneur ?» a-t-il dit sans me regarder. « Comment je peux faire pour entrer au Belize ?»« Vous ne pouvez pas, Seigneur. »« Je ne peux pas passer la frontière avec ma carte d'identité ?» Il a secoué une seule fois la tête, catégorique. « Le Belize, a-t-il dit, n'a pas adhéré au traité d'Amérique centrale. » Il avait raison. Tous les pays d'Amérique centrale avaient récemment signé un traité permettant la libre circulation de leurs citoyens, tous, sauf le Belize. J'ai soupiré, en me voyant déjà rebrousser chemin vers la capitale, calculant le nombre d'heures et de kilomètres que représentait un tel aller-retour, la traversée de la quasi-totalité du territoire national en une journée. J'ai ouvert mon porte-documents en cuir pour ranger ce passeport et j'ai été surpris d'y trouver le livret rouge. Je n'y pensais plus. D'ailleurs, si j'y avais pensé, ce précieux livret rouge restant généralement chez moi, je ne l'aurais pas cherché dans le porte-documents qui m'accompagne toujours en voyage, dans lequel j'emporte d'autres cartes de crédit, au cas où, ma licence de plongée, au cas où, quelques préservatifs, au cas où. J'ai souri d'un air triomphant. « Tenez », ai-je dit à l'officier en le déposant devant lui sur les pages mêmes du registre. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il bredouillé, perplexe, encore méfiant. « En vérité, j'ai plusieurs identités, lui ai-je répondu, avec un brin de morgue. Mais aujourd'hui, j'en ai deux. » C'est la première fois, je crois, qu'il levait le regard, et il m'a observé attentivement, sceptique, un passeport dans chaque main, le guatémaltèque à droite, l'espagnol à gauche. Permettez. Et il s'est mis debout. Sur son dos kaki s'étalait une tache de sueur sombre et ronde.
Lentement, il s'est dirigé vers un bureau plus grand et plus important où était assis un chauve au visage bouffi avec une épaisse moustache cendrée et des lunettes de lecture qui portaient le même uniforme kaki. Son chef, ai-je présumé. Le jeune officier lui a remis les passeports en me montrant du doigt et les deux hommes ont entrepris d'examiner mes papiers, de les comparer et de les évaluer. Tout en marmonnant je ne sais quoi, l'officier en chef a ôté ses lunettes, il a levé les yeux vers moi et m'a regardé attentivement pendant quelques secondes, comme contrarié ou inquiet, ou cherchant à découvrir quelque chose dans mon visage, un détail ou une irrégularité qui confirmerait mon identité. Puis il a baissé la tête, il a rendu mes 2 passeports au jeune officier et, rechaussant les lunettes qui pendaient à son cou, il est retourné à la paperasse qui était sur son bureau. « Signez ici », m'a dit le jeune officier aussitôt assis, en m'indiquant une ligne en blanc sur son registre à côté de mon nom. J'ai signé très volontiers, d'une écriture pompeuse et appliquée. L'officier a tamponné son registre avec hargne, peut-être avec la rage du vaincu, et m'a rendu les 2 passeports. « Au suivant !» a-t-il clamé en guise d'adieu, et s'adressant à la file de personnes derrière moi qui attendaient leur tour. El joven oficial estaba leyendo las páginas de mi pasaporte con diligencia, con escrúpulo, como si fuesen las páginas de una revista de farándula o de una novela barata. Las sostenía en alto, las miraba a contraluz, las raspaba fuerte con la uña de su índice. Se me ocurrió que en cualquier momento doblaría la esquina de alguna como marcador, como para volver más tarde a su lectura. «¿Viaja mucho usted?», dijo de pronto mientras revisaba todos los sellos. No supe si era una pregunta o un comentario y solo guardé silencio observándolo ante mí sentado del otro lado de un escritorio de metal negro. No tendría aún 20 años. Su rostro era lampiño, bruno, brilloso. Su uniforme verde caqui le quedaba demasiado apretado. Parecían ya no importarle los hilos de sudor que caían despacio por su frente y cuello. «Como que le gusta viajar a usted», musitó sin verme, usando ese tono abusivo de nuevo militar. Pensé en decirle que todos nuestros viajes son en realidad un solo viaje, con múltiples paradas y escalas. Pensé en decirle que todo viaje, cualquier viaje, no es lineal, ni circular, ni concluye jamás. Pensé en decirle que todo viaje es un despropósito, pero no dije nada. Por la puerta abierta entraba el ruido de motos, de camiones, de camionetas, de una ranchera en un radiotransistor, de truenos en la distancia, de los enjambres de moscas y mosquitos y de los hombres que a gritos ofrecían comprar y vender dólares beliceños. Oscilando en la esquina, un viejo ventilador de piso solo revolvía el calor selvático y húmedo de la tarde. Era mi primera vez allí, en Melcor de Mencos, último pueblo guatemalteco antes de entrar a Belice. Había salido de la capital al amanecer y conducido hasta la frontera sin detenerme más que una vez a medio camino en el lago de Izabal, a echar gasolina y almorzar un caldo de mariscos, un manojo de tortillas negras con queso fresco y loroco, y bastante café. «¿Su domicilio, señor?», me preguntó el oficial, aún hojeando las páginas de mi pasaporte y anotando mis datos en una enorme bitácora contable. «Ciudad de Guatemala», le mentí.
aunque no era del todo mentira. ¿Y la intención de su viaje a Belice? Voy a visitar a unos amigos en Belmopán, le mentí, aunque tampoco era del todo mentira. Me habían invitado a hacer una lectura en la Universidad de Belice, en Belmopán. Viajar por tierra había sido una idea mía para conocer las hermosas playas de arena blanca de Belice, el idílico mar azul turquesa de Belice. Una idea que ahora, tras comprobar la distancia y el estado tan paupérrimo de las carreteras, empezaba a cuestionar. ¿Su profesión, señor? Ingeniero, le mentí, como escribo siempre en los formularios de migración. Es mucho más recomendable y sensato, especialmente en las fronteras de cualquier tipo, ser ingeniero que escritor. El oficial se quedó callado y despacio, con todo el letargo del trópico, continuó anotando mis datos. Afuera estaba nublado y denso y el cielo parecía a punto de reventar. Tras secarme la frente con la mano, me puse a mirar un inmenso mapa de Guatemala colgado en la pared, justo detrás del oficial de migración, y recordé cuando de niño, en los años 70, había ganado un premio en el colegio por hacer el mejor dibujo del mapa nacional. Mi dibujo, por supuesto, aún incluía el entonces departamento de Belice, el más grande, ubicado en el extremo norte del país. No sería hasta 1981 cuando Belice lograría su independencia y hasta 1992 cuando éste fuese reconocida oficialmente por Guatemala, dejando así de formar la parte superior de aquel mapa que yo aprendí a dibujar de niño. Nunca he podido dibujar muy bien, pero esa vez, recuerdo, me esmeré, y mi premio que recibí atónito de la mano de la maestra fue un pequeño mango verde. Aún no puedo ver un mapa del país y antojárseme un mango verde. Aún no puedo ver un mapa del país sin pensar que Guatemala, de un modo más que figurativo, quedó decapitada. «Esto no sirve, señor». Tardé un poco en comprender que el oficial, sin subir la mirada y apenas audible por encima del silbido del ventilador, me estaba hablando a mí. «¿Cómo dice?», le pregunté. «Que esto no sirve», dijo, cerrando mi pasaporte y dejándolo caer sobre el escritorio de metal como con repudio, como si fuese algo tieso y podrido. «Su pasaporte, señor, venció el mes pasado». Sentí un ligero golpe en el vientre. «No puede ser», balbuceé. El oficial, inalterado, solo continuó garabateando algo en la vieja bitácora. ¿Era posible? ¿Hacía cuántos años que lo había tramitado? ¿Hace cuánto tiempo que ni siquiera había verificado la fecha de vencimiento? Estiré la mano y recogí el librillo azul del escritorio y lo abrí a la primera página. Vencido hacía un mes. «No sirve», espetó el oficial hacia abajo, hacia las páginas rayadas y amarillentas de la vieja bitácora, y por un momento creí entender que el que no servía era yo. «¿Y ahora?», le pregunté. «¿Y ahora qué, señor?», sin verme. «¿No hay otra manera de entrar a Belice?». «Ninguna, señor». «¿No puedo cruzar la frontera con mi cédula de identidad?». Meneó la cabeza una sola vez,
lapidario. Belice, dijo, no forma parte del convenio centroamericano. Era cierto. Todos los países centroamericanos recién habían firmado un convenio permitiendo el libre paso fronterizo a sus ciudadanos. Todos, claro, salvo Belice. Suspiré imaginándome el camino de vuelta a la capital, haciendo ya el cálculo matemático de todas las horas y todos los kilómetros de ida y vuelta, atravesando el territorio nacional casi entero de ida y vuelta en un mismo día. Abrí mi cartera de cuero para guardar el pasaporte y me sorprendió ver allí el cartón rojo. No se me había ocurrido. De hecho, aunque se me hubiese ocurrido, ese preciado cartón rojo generalmente se quedaba en casa y no hubiera creído encontrarlo allí. En la cartera de cuero que siempre viaja conmigo y en el cual mantengo otras tarjetas de crédito por si acaso, credencial de seguro médico por si acaso, licencia de buceo por si acaso, un par de preservativos por si acaso. Sonreí, triunfante. «Aquí tiene», le dije al oficial, y lo coloqué bajo su mirada sobre las páginas mismas de la bitácora. «¿Y esto?», farfulló perplejo, aún desconfiado. «Es que soy mucho», le dije con algo de sátira. Pero hoy le dije, soy dos. El oficial, quizás por primera vez, alzó la mirada y me observó detenidamente, escépticamente, mientras sostenía un librillo, un pasaporte en cada mano. El guatemalteco en la derecha, el español en la izquierda. «Permítame», y se puso de pie. En su espalda verde caquí crecía una mancha oscura y redonda de sudor. Caminó despacio hacia un escritorio más grande y más importante donde estaba sentado un señor gordo, calvo, con un grueso bigote ceniciento y gafas de lectura, y trajeado en el mismo uniforme verde caquí. Su jefe, supuse. El joven oficial le entregó los pasaportes y me señaló, y los dos hombres se pusieron a revisar mis documentos, a compararlos, a juzgarlos, mientras se susurraban no sé qué cosas. De pronto el oficial mayor se quitó las gafas de lectura, alzó la mirada hacia mí y se quedó observándome unos segundos, como enfurecido por algo, o como asustado por algo, o como intentando descubrir algo en mi rostro, algo detalle o gesto que le comprobara mi identidad. Luego bajó la vista, le devolvió mis dos pasaportes al joven oficial y, buscando las gafas de lectura que le colgaban del cuello, regresó su atención a los papeles sobre el escritorio. «Firme usted allí», me dijo el joven oficial al no más sentarse, indicándome una línea en blanco en la bitácora, a la par de mi nombre. Firmé gustoso, en letras pomposas y estilizadas. El oficial selló la bitácora con demasiada fuerza, acaso con la furia del derrotado, y me entregó ambos pasaportes. «Siguiente», declamó en forma de despedida hacia la cola de personas detrás de mí, esperando su turno. J'ai cru entendre au loin le sifflement d'un train d'autrefois, noir,
bestiale, avec une locomotive à vapeur, pendant que Madame Marossec me parlait comme dans un rêve. Elle disait quelque chose sur mon grand-père, sur la famille de mon grand-père, sur son appartement, sur la femme blonde qui y vivait à présent, mais je l'écoutais à peine. J'allais l'interrompre et lui demander pourquoi elle m'offrait ce cadeau si étrange, ces 3 livres, quand je me suis rappelé toutes ces lettres, ces histoires écrites à la main sur du papier, à en-tête de différents hôtels, de tailles et de couleurs différentes, et j'ai senti que j'étais prêt de comprendre ou d'entrevoir quelque chose. Soit que l'important pour Madame Marossec était d'utiliser des papiers écrits comme lieu de rencontre et de réconciliation, ou que l'important était le papier même sur lequel l'on écrit son histoire, qu'il s'agisse d'un carnet de comptes, d'un papier en tête, d'un bout de papier jaune ou d'un antique parchemin de peau, ou bien encore que l'important n'était pas d'écrire son histoire dans un livre de contes, dans les marges d'un mauvais roman français, sur des partitions invisibles ou sur le papier à en-tête des hôtels d'une ville. L'important, pour quelqu'un comme Madame Marossec, n'était pas où l'on écrivait son histoire, mais qu'on l'écrive, qu'on la raconte, qu'on témoigne, qu'on mette en mots notre vie entière, même si ça devait être sur des feuilles volantes ou des papiers volés, même s'il fallait se lever lors d'un dernier repas pour chercher un dernier papier jaune, s'il fallait la raconter anonymement ou sous un nom inventé et répertorié dans un immense registre, s'il fallait utiliser des bouts de craie blanche sur un mur noirci par la fumée, s'approprier les marges de n'importe quel autre livre, chanter debout sur une poubelle, se mettre à genoux et creuser un trou avec ses mains en cachette à côté d'un four crématoire pour s'assurer de laisser son histoire dans le monde, ici, bien enfouie dans le monde, avant de devenir cendre. J'ai adressé un sourire amer à Madame Marossec, en rangeant les livres dans la grande poche de ma doudoune rose, fumant en silence et écoutant l'écho qui annonçait en polonais le départ d'un train. Le mien, peut-être. Vous venez d'entendre des extraits de 2 nouvelles d'Eduardo Halfon, issues de son recueil Signor Hoffman, traduit en français par David Fauquemberg et lu par Féodor Atkin. L'œuvre de l'auteur guatémaltèque est disponible en français chez les éditions de la Table Ronde. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.